La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et que vous êtes ravis de nous retrouver. Nous, on est vraiment ravis. On voit que nos épisodes vous plaisent et vous êtes de plus en plus à nous écouter. Et ça nous motive. Et ce qui nous motive aussi, c'est tous les petits commentaires et les messages surtout que vous nous laissez sur Instagram. On vous lit tous, on essaie de vous répondre. Donc continuez, ça nous fait très plaisir. Et aujourd'hui, on a un invité que vous avez sûrement déjà vu à la télé, puisqu'il a fait une émission Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2 en 2017. Il s'agit de Léandre Vivier, et d'ailleurs non content de participer à cette émission, il l'a également remportée. Ensuite, Léandre Vivier a notamment été sous-chef au Palace Le Péninsula à l'âge de 23 ans seulement, et il est désormais sous-chef au Georges V à 25 ans. Ce qui était intéressant pour nous, et ce sur quoi on a voulu un peu axer notre échange avec lui, c'est 2 points. Le premier, c'est le processus de création et le fait qu'il soit déjà capable de développer une identité forte, avec certains gâteaux emblématiques du Péninsula, comme par exemple le nuage, dont on parlera dans l'épisode et que Vincent a eu la chance de goûter. Et c'est un régal. Et ce qui est un régal également, c'est l'échange qu'on a pu avoir avec Léandre toujours par rapport à sa vision du management et de la hiérarchie dans le milieu dans une brigade. On trouvait ça particulièrement intéressant d'avoir son avis là-dessus dans la mesure où il est à la fois très jeune au poste qu'il occupe et où il a fait différents palaces et il pouvait donc avoir une vision assez globale. Donc on s'est demandé avec lui si la hiérarchie forte dans les brigades servait encore à quelque chose et quelle était sa vision des choses. Évidemment, vous pouvez toujours nous mettre des petites notes sur Apple Podcast, des petits commentaires, ça nous fera très plaisir. Comme toujours, il y a une petite recette que Léandre nous a communiquée qui arrive, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus en fin d'épisode. Voilà, bonne écoute. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, ça nous fait très plaisir de rencontrer Léandre Vivier. Bonjour Léandre. Bonjour à vous. Et pour commencer, on va tout simplement te laisser te présenter un peu ton parcours. Et puis, c'est un nom qui est peut-être connu du grand public, puisque tu as participé à une émission télévisée, mais on y reviendra plus tard. Voilà, c'est ça. Moi, c'est Léandre, donc j'ai 25 ans. Je suis actuellement sous-chef pour l'hôtel Georges V à Paris. Pour parler un peu rapidement de mon parcours, moi j'ai commencé au Mans, là où habitent mes parents, par un CAP pâtissier dans une petite boutique de pâtisserie pure où j'ai fait mes armes pendant 2 ans. Je suis monté ensuite à Paris pour faire une mention dessert de restaurant, pour le restaurant Le Laurent, en 1 année. J'ai ensuite fait un brevet technique des métiers chez Dalloyau à Paris, où j'ai passé 1 an avec Sébastien Serveau en production et 1 an en recherche et développement avec Yann Brice. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était de ma formation à l'école. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui connaissent peut-être un petit peu Yann Brice sans le savoir, c'est celui qui a inventé la spirale. Voilà, le tourbillon. Pochage, ouais. Le pochage tourbillon qu'il a fait pour sa finale des meilleurs ouvriers de France. Donc voilà, qui a été une technique énormément reprise maintenant, qui donne bien sa signature, je trouve, ça lui ressemble bien. Carrément, il en a même fait son logo. Ouais, exactement. Ouais. Ça lui tient vraiment à cœur. Puis l'idée était toute simple au final, mais très efficace. Et pas simple à maîtriser techniquement. Ah non. Il a déjà essayé. Non, c'est pas simple. C'est un vrai coup de main. Vraiment. C'est ce qui fait la beauté encore plus du travail technique. Ouais, clairement. Donc chez Dalloyau, fin de mon apprentissage, et donc j'ai commencé mon premier poste de commis pâtissier au Meurice avec Cédric Grolet, Maxime Frédéric qui étaient les sous-chefs. Donc j'ai fait un an au Meurice dans l'équipe de Cédric Grolet où j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. C'était la première fois vraiment que je mettais les pieds dans l'hôtellerie de luxe en fait au final, parce que quand on a cette formation de pâtissier de base, on a quand même ce spectre de possibilités qui est énorme. On peut faire du traiteur, on peut faire de la boutique, on peut faire juste de la restauration, on peut faire... il y a une multitude de choses qui sont possibles. Ouais, et justement, ce qui est super intéressant avec toi, c'est que tu as un peu testé les 3, parce que tu as fait de la pâtisserie boutique, comment, ensuite du traiteur, de la restauration, et puis l'hôtellerie ensuite. Exactement, c'était vraiment un souhait de pouvoir voir justement le maximum de choses qu'offrait le métier de pâtissier. Et je trouve que dans chacune de ces branches, il y a vraiment des choses intéressantes à prendre et qui sont toutes un peu
complémentaire en fait. Si vous voulez, pour moi, la pâtisserie boutique, commencer par la pâtisserie boutique, c'est un immanquable pour moi. C'est vraiment la base de notre métier, c'est un travail de main. Donc ça s'apprend avec le travail de la main, et le fait de le faire dans une petite boutique, je trouve que c'est super intéressant parce que on a une multitude de choses à voir. Puis c'est un peu la première pâtisserie qu'on découvre au final. Oui, exactement. Quand on est petit, les premières pâtisseries qu'on goûte, souvent c'est, je sais pas, l'éclair au chocolat de la boulangerie. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment ce qu'on découvre en premier. Et d'ailleurs, quand on pense pâtissier, quand tu dis pâtissier ou pâtisserie à quelqu'un, je pense qu'en premier, il voit pas un dessert à l'assiette, il voit le fraisier du dimanche. Exactement, c'est les racines de notre métier. Nous, aujourd'hui, dans notre monde, en tant que pâtissier, on est très à l'écoute de tout ce qui se fait, de ce qu'il y a de mieux, mais le métier de pâtissier, avant tout, c'est un pâtissier qui a une petite boutique et qui fait ses gâteaux. Et c'est comme tu dis, Clément, je pense que c'est très juste. C'est vraiment l'image qu'on a du métier de pâtissier. Et toutes ces bases qui sont acquises durant ces premières années d'apprentissage, elles serviront, je pense, tout le long d'une vie professionnelle, quoi. À chaque moment, vraiment. Ouais, donc carrément. La boutique, la restauration, c'est un autre métier, c'est une autre façon de concevoir avec le service, la mise en place, donc ça n'a plus rien à voir. Chez Dalloyau, j'ai appris énormément de choses en termes d'organisation, parce que c'est immense, enfin voilà, c'est vraiment des très gros volumes. Donc on apprend à travailler efficacement, à travailler intelligemment, à être rationnel. Et ça, c'était super intéressant. Bon, l'année en recherche et développement avec Yann Brice était tout aussi intéressante parce que justement, on essaie de concevoir la racine de ce travail d'organisation en amont. Donc ça, c'était génial. Et donc, on est arrivé au Meurice, premier pas dans l'hôtellerie de luxe, qui est encore un métier à part, je trouve, qui est vraiment unique en son genre, surtout sur la place parisienne et je pense dans beaucoup de grandes capitales gastronomiques mondiales. Où il y a une place qui est quand même entière pour la pâtisserie et des moyens et des équipes qu'on ne verra, je pense, nulle part ailleurs dans le monde, quoi. Oui, c'est sûr qu'on a un goût à donner des moyens à la pâtisserie en France. Oui. Qui, c'est sûr qu'à l'étranger, c'est pas pareil. Mais c'est pour ça aussi qu'on est aussi reconnu, je pense. Ah oui, bien sûr, oui. Et puis c'est vraiment Enfin, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'hôtellerie, ça fait quand même partie de l'identité d'un palace à Paris, d'avoir une pâtisserie qui soit identitaire, comme pouvait être celle de Cédric Roulet ou d'autres pâtissiers. Enfin voilà, il y a une vraie recherche de ça, parce qu'il y a une demande là-dessus. Donc c'est ça qui est intéressant. Et une demande internationale. Enfin, c'est un des fleurons, non seulement de la gastronomie, mais aussi de l'identité française. Ouais, tout à fait. Ouais, oui. Dans ce qui se fait de mieux. Exactement. Ouais. Et ce qui représente vachement bien ça, c'est depuis quelques années l'explosion un peu des tea time ou des brunchs dans les palaces qui... Alors, ça a quand même un coût, mais on a l'impression quand même il y a vraiment de plus en plus de gens qui y vont pour pouvoir goûter ces pâtisseries. Oui, parce que je pense qu'il y a aussi une phase d'essayer de démocratiser un petit peu cette pâtisserie de palace qui a une image très hors de prix, très inaccessible. Et qui au final aujourd'hui, même si effectivement ça reste des budgets conséquents, on peut se permettre d'aller s'offrir un tea time à 50 €, même si c'est un budget, on peut rentrer dans un palace aujourd'hui pour 50 € et prendre un goûter d'exception, c'est possible. Oui, c'est une expérience en fait. C'est une expérience, exactement, c'est le mot, c'est une expérience. D'accord, super. Donc 1 an au Meurice. 1 an au Meurice, et donc ensuite on m'a proposé de pouvoir faire partie de l'équipe de François Perret au Ritz pour la réouverture de l'hôtel. Donc là, expérience encore différente. Je voulais vraiment rester dans l'hôtellerie, c'est quelque chose je pense qui correspondait bien à ce que j'avais envie et ce dont j'ai encore envie aujourd'hui. Mais l'expérience du Ritz, c'était vraiment quelque chose d'unique. Déjà d'avoir pu vivre la réouverture de l'hôtel, ça c'était incroyable, vraiment. D'arriver, de voir que... Enfin voilà, on a visité le chantier du Ritz, qui était encore en travaux. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Ritz je ne sais plus quand est-ce qu'il a rouvert, mais pendant plusieurs années, il était en rénovation complète. Du coup, pendant vraiment des années, il était fermé. Alors que ça reste vraiment un palace assez mythique de la place parisienne. Oui, voilà, ils ont réouvert donc avec un nouveau chef pâtissier, un nouveau chef cuisinier, donc une nouvelle équipe. Et enfin voilà, c'est des souvenirs uniques, quoi. C'est d'arriver dans les laboratoires tout neufs, d'enlever les étiquettes de tous les petites marises, les casseroles. Enfin, c'est incroyable, vraiment. C'est Noël. C'est Noël, ouais, c'est un peu ça. Et en plus de ça, le Ritz a quand même un côté, comme tu disais Clémence, de mythique. Hein. C'est une maison qui est pleine d'histoire, qui est pleine d'identité aussi. Donc tellement riche comme expérience, de pouvoir aussi travailler avec François Perret, qui a aussi un style identitaire qui est très fort. C'était vraiment une très très belle expérience, quoi.
J'imagine aussi que la magie de cette expérience, ça devait être d'intégrer un bateau où l'équipe est nouvelle. Ouais. Et en fait, c'est assez rare finalement quand on passe de maison en maison qu'une équipe soit renouvelée à 100%. Ouais, c'est très rare et ça crée quelque chose de tout aussi unique, hein, je pense. Je dirais que peut-être l'équipe de réouverture du Ritz, elle a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, la vraie équipe d'ouverture, et il y a vraiment quelque chose quand même qui est assez unique, qu'on partage autant dans la difficulté que dans les joies un peu de tous les jours, de voir nos premières cartes dégustées par des clients. Enfin, ça a vraiment quelque chose de fort, je pense, en tant qu'être humain à vivre. Carrément. Et sinon, dans ton parcours, on remarque que les concours ont toujours été un peu présents, vu que tu as fait les MAF en 2013, Ouais. que tu as remporté. Du coup, meilleur apprenti de France. Meilleur apprenti de France, tout à fait, t'as raison. Voilà, oui, c'est ça. Et même plus jeune, tu avais fait un concours de pièces en sucre, je crois. Ouais. Voilà. Et tu as fait aussi un autre concours télévisé sur France 2, qui sera le prochain grand pâtissier, qui était en 2017, que tu as également remporté. Ouais. Au final, face à Angélie, qui est une sacrée pâtissière pourtant. Et que tu connaissais Et déjà. que je connaissais déjà. C'est déjà, ouais. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience ? Oui, bien sûr. Bah après, alors déjà, l'esprit des concours, ça c'est vraiment quelque chose que mon maître d'apprentissage m'a inculqué. Et ça rejoint un petit peu cette idée du métier de la main qui m'est cher, je trouve, de se dire que, donc voilà, mon maître d'apprentissage m'a toujours dit que ce qu'on faisait dans le travail de tous les jours, c'était une chose, mais se cultiver soi-même et développer sa capacité créative et professionnelle, elle pouvait aussi se faire après les heures de travail, à faire des concours, à mesurer son niveau, à s'améliorer. Et c'est vrai que j'ai énormément, j'ai ressenti cet effet qui est très révélateur, hein, au final, hein, de faire des concours, c'est tellement enrichissant que j'ai toujours mis un point d'orgue à vouloir continuer à en faire quelques-uns année après année pour pouvoir continuer à me développer professionnellement et sur des secteurs qui soient aussi différents, que ce soit pièces en sucre ou voilà, des entremets, les meilleurs apprentis de France, c'était des serres de restaurant. Voilà, et donc ça m'a amené aux sélections aussi, oui, de qui sera le prochain grand pâtissier. Ça s'est fait, j'y suis allé un peu, sans grande conviction, mais c'est vrai que c'était une émission que j'adorais depuis la première saison, que je suivais vraiment de façon assidue, et ça avait un petit côté un peu, le challenge de se dire, pourquoi pas être sélectionné pour les castings, et après l'expérience a fait que... c'était juste incroyable, quoi. C'est une expérience humaine, encore une fois, qui est dingue, qui est vraiment dingue, vraiment dingue. Tu étais le plus jeune, si je ne m'abuse. Ouais, de cette saison-là, ouais, j'étais le plus jeune, je crois. Ouais. Pas grand-chose, mais oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien quand on t'entend parler des concours, c'est qu'on a l'idée que c'est davantage pour te dépasser et t'améliorer toi que te confronter aux autres. Ah oui. Pour situer ton niveau. Non, c'est exactement ça. Et je pense que il y en a sûrement beaucoup qui le font aussi dans le sens de la compétition pure. Mais je pense que l'idée de se dire que c'est un développement personnel, c'est encore plus challengeant de se dire que tout ce travail qu'on fait, parce que des fois on a l'impression que ce travail il est fait pour rien, quoi. Toutes ces heures passées, qu'elles sont entre guillemets juste pour finir une pièce en sucre ou juste pour présenter un entremets, ça a quelque chose d'un peu réducteur, mais au final, quand on prend du recul, ça a un impact surtout sur sa façon de concevoir les produits, sur sa façon d'être méthodique dans sa façon de travailler tous les jours, d'être propre. Enfin voilà, c'est un tout, c'est vraiment un tout. Donc vraiment, les concours, ça te pousse à t'améliorer et à être meilleur, Ouais, être voilà. meilleur pâtissier. Mais ça a une dimension très personnelle, il faut le garder à l'esprit, je pense. Ok. Et est-ce que tu as vu une différence entre ce concours du coup qui est télévisé, très médiatique, et des concours plus, pas de niche, mais plus professionnels comme les MAF par exemple? Il y a une différence entre les deux? Après ça n'a rien à voir, hein. Les meilleurs apprentis de France, c'est vraiment une institution, hein. Ça rentre dans un processus qui est vraiment différent. C'est une épreuve qui est préparée sur des mois. C'est pas du tout le même exercice. Alors que là, l'émission, c'était plus un concours d'instinct, quoi. C'était une épreuve sur l'instinct. Mais c'est ça qui était juste génial, justement. C'était de pouvoir confronter en fait sa créativité directe, ses capacités directes, sans entraînement, et tout le monde sur le même piédestal. Donc, c'était un concours à part entière. Mais pour moi, ça reste quand même un concours qui était très difficile et qui était ultra complet en fait, quoi. Vraiment. Hein. Et il a tout à fait sa place dans un vrai concours, comme un vrai concours professionnel, si vous voulez. C'est pas purement qu'une émission télévisée, quoi. Enfin, du moins, c'est pas comme ça que je l'ai appréhendé.
Et est-ce que tu dirais que, parce que beaucoup de gens du coup qui ne sont pas pâtissiers découvrent ou portent plus d'importance à la pâtisserie grâce à la télévision et aux magazines, est-ce que tu dirais que l'image renvoyée correspond un peu à la réalité du métier ? Ah, c'est une bonne question. Dans les faits, oui. Dans les faits, oui, parce que ce qu'on voit, ce qu'on retransmet à l'image, c'est vraiment notre travail. Après, par contre, ce qui ne se voit pas, c'est tout le travail qu'il y a en amont, quoi. Si vous voulez, en fait, que vous voyez à la télé, c'est ce qui est pris à un instant T. Mais j'en sais rien, tous les pâtissiers qui sont dans ces émissions ou les cuisiniers dans d'autres émissions, c'est des gens qui ont des années d'expérience et le mec qui est en train de faire son entremets ou de faire sa pièce en sucre, et ben peut-être qu'il a travaillé 100, 200, 300 heures avant pour en arriver jusqu'ici. Ouais. Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, c'est ce côté prise de conscience de ce qu'est aussi ce métier et de quels sont les moyens dont on a besoin pour en arriver là, quoi. C'est pas facile en fait, on claque pas des doigts, ça se fait pas comme ça. Et je pense que beaucoup de gens arrivent aujourd'hui dans ce métier en pensant que c'est facile, en se disant je vais arriver, ok, je vais dresser un dessert à l'assiette, ok, je vais arriver, je vais tirer des roses en sucre. Oui, mais non, ça c'est pas la réalité du métier. Oui, clairement. En fait, il y a des gammes avant. Par exemple, je vais te faire un dressage de dessert à l'assiette, mais je l'ai travaillé, déjà je l'ai dessiné avant à l'école, ensuite je l'ai travaillé, répété. Donc peut-être que les gens à la télé ne verront qu'un seul trait sur l'assiette, sauf que ce trait-là, en fait, c'est le millième. Mais c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et ça rejoint, enfin voilà, ça s'apparente à tous les autres métiers. Enfin, je veux dire, un comédien qui monte sur scène et qui est à l'aise, qui fait rire tout le monde, et il a peut-être passé 200 heures, 300 heures à travailler avant. Un architecte qui dessine des bâtiments, il a passé des heures et des heures à s'entraîner avant, et c'est la même chose. Ouais, comme quand on dit le cordonnier il va me faire ça en 10 minutes. Donc j'ai payé ça pour 10 minutes, oui mais 30 ans de métier. Voilà, c'est ça, et ça c'est pour tous les métiers d'artisanat, je pense, et plein d'autres métiers, hein, c'est la réalité de ce qu'on fait tous les jours, et ce n'est pas facile tout de suite. Clairement. Et est-ce que tu trouves que médiatiquement, on imagine que ça a dû t'apporter une petite notoriété, étant donné que ce soit diffusé à la télé. Mais est-ce que tu trouves que professionnellement, ce concours, il t'a aussi vachement apporté ? Il était vraiment reconnu ? Tu trouvais des autres professionnels du métier, de tes mentors, etc. Oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à le faire avant, parce que je pense qu'il y a une partie du monde professionnel qui se dit que ça reste une émission télévisée, et je peux le comprendre aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même un caractère assez positif, du moins, qui ressort dans le métier, de fait que ce soit pas une émission qui soit trop télé-réalisée et qui vante en fait vraiment énormément le savoir-faire français aussi. C'est une émission du service public, hein, donc c'est aussi leur but de valoriser le savoir-faire français, de faire venir beaucoup de chefs qui soient français, qui soient très identitaires, qui donnent leur avis. Donc bon voilà, il y a quand même quelque chose qu'on peut pas ignorer de ce côté-là, c'est que c'est pas décalé de notre monde professionnel. Ouais, puis il faut le dire quand même, le jury, c'était quand même composé de Claire Hetzler, Christophe Adam, alors Pierre Marcolini, qui est belge, mais on lui en tiendra par rigueur. Non. Et puis pour la finale, il y avait Jimmy Mornette, Nicolas Bachère, donc François Perret, typiquement. Totalement. Qui était ton chef de l'époque. J'étais parti du Ritz. Ok, oui. Déjà parti du Ritz, autant pour moi. Donc voilà, quand même des noms qui comptent dans le milieu de la pâtisserie française. Je pense que pour la crédibilité... Ça aide. Oui, voilà, je peux vous dire qu'on fait pas le malin hein, quand on est de l'autre côté. Hein. Clairement. Ça m'étonne pas. Bon, très chouette. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait qu'on se rend pas forcément compte de la quantité de travail ou alors des années d'expérience qui sont nécessaires pour aboutir à ce résultat, il y a une autre chose dont on se rend pas forcément compte juste quand on est un peu extérieur. Quand on va dans un palace et qu'on va dans un tea time, on est là pour goûter les pâtisseries du chef, qui donne un peu son nom et sa signature, son identité aux pâtisseries, et on se rend pas compte de toute l'équipe qu'il y a derrière. Oui, c'est monumental, hein, et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, du fait qu'on a la chance d'avoir à Paris ces moyens qui sont mis pour la pâtisserie et dans la pâtisserie dans les établissements français. Mais oui, c'est un investissement de fou, quoi. Une petite pièce, un petit dessert à l'assiette, ça demande du temps de réflexion, de création, du temps d'exécution, de production. Enfin voilà, c'est toute une chaîne, quoi. Quand je suis après l'émission, du coup, je suis rentré au Péninsula en tant que sous-chef. C'était ma première place de sous-chef, et les premières choses qu'on a développé, c'était justement le nuage, parce qu'on devait créer une pâtisserie identitaire pour le restaurant L'Oiseau Blanc, qui est au 6e étage avec vue sur tous les toits de Paris. Donc voilà, il fallait créer quelque chose de cohérent. Alors nous, on adore et on connaît très bien, même si j'ai pas eu la chance de goûter. Mais est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs ce que c'est que ce fameux nuage ?
En fait, tout simplement, c'est comme je disais, le restaurant est donc au 6e étage et on fallait qu'on développe une pâtisserie signature. Donc on a créé un moule, on a créé en fait une forme de nuage, un vrai petit nuage finalement, qu'on a dupliqué en moule et en fait on faisait un montage de petits gâteaux à l'intérieur dedans on changeait les goûts quasiment tous les mois, tous les 2 mois pour rester en fonction de la saisonnalité. Et ce nuage-là était servi en assiette creuse avec une cloche dans laquelle on venait mettre une petite fumée aromatisée qu'on dévoilait devant le client pour faire apparaître le nuage. Voilà, c'était cette petite aspect scénique qui est arrivé en salle. Ah, la chance. Parce que moi, je l'ai goûté du coup au brunch. Au En brunch, petit. j'avoue qu'il n'y a pas la cloche avec la fumée. Ah non, ouais. Et ça, j'aurais bien aimé Voilà. pouvoir... D'où la définition de l'expérience aussi. Ah bah oui, tout à fait. Et du coup, on parle du Péninsula, mais du coup, on a compris dans ton parcours que tu avais fait quand même pas mal de palaces, mine de rien. Le Ritz, le Meurice, le Péninsula et actuellement le Georges V. Voilà. Est-ce que tu trouves que le fonctionnement dans les palaces est globalement le même? Les brigades, est-ce que tu peux nous parler des brigades? Les brigades dans les labos, les palaces fonctionnent globalement pareil? Ou alors, entre chaque palace, vraiment, tu trouves qu'il y a une vraie identité différente? Alors, est-ce que les palaces fonctionnent tous de la même façon en termes de brigade? J'aurais plus tendance à dire oui, même s'il y a des petites particularités dans chacune, mais en tout cas, l'esprit hôtellerie, c'est un travail en brigade qui est hiérarchisé de façon très linéaire, et ça, c'est la même chose partout où j'ai pu aller. Vous avez le chef, les sous-chefs, les chefs de partie, les demi-chefs de partie, les commis, les stagiaires, enfin voilà, c'est très organisé. Et au début, quand je suis arrivé commis, j'avais tendance à appréhender un peu ce système, à le trouver peut-être un peu dépassé, un peu trop vieillot. Et au final, en gravissant un peu les échelons, en fait, j'ai compris que c'était tellement utile qu'on pouvait pas se permettre de faire sans. En fait, c'est la masse de travail, la quantité de travail et d'informations qu'on gère dans un restaurant ou dans un hôtel, elle est tellement énorme que tout est obligé d'être hiérarchisé. En fait, vous êtes obligé de déléguer les tâches en fait au final pour pouvoir créer une identité, parce qu'aujourd'hui ce qu'on demande à un chef pâtissier qui rentre dans un établissement, c'est d'appliquer une identité, vous l'avez dit vous-même, d'appliquer une identité, de développer un style, de mettre une marque sur son travail. Mais ça c'est très facile à dire, mais à exécuter c'est vraiment ça prend des mois de réflexion et ça demande du monde. Donc le chef a cette idée, cette identité, il la partage avec ses sous-chefs qui vont se permettre de les faire appliquer dans chacun des points de restauration avec leur chef de partie, qui vont eux-mêmes organiser les productions avec leur demi-chef de partie, et les commis qui vont aider aussi à toute la mécanisme, etc. Donc après, selon les palaces, il y a des organisations qui changent dans le mode où certains vont donner plus de responsabilité à l'un qu'à l'autre, d'autres vont être plus tendance à donner des points de créativité à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Enfin voilà, c'est scindé de façon un peu millimétrée, différemment selon les palaces, mais en général, c'est la même organisation. Moi, j'ai une petite question, du coup, vu qu'on parlait du développement, de l'identité et de tout ce qui est créativité. Pour ce qui est recherche et développement, est-ce que les sous-chefs sont inclus dans la réflexion du chef ? Oui, enfin les sous-chefs sont impliqués dans le processus de développement. Après, voilà, donc comme je vous disais, le chef a sa vision, son identité. Mais dans tous les endroits où j'ai travaillé, que ce soit les sous-chefs, même les chefs de mais enfin tout le monde dans l'équipe peut être investi dans ce processus de création. C'est pas cloisonné, c'est pas complètement cloisonné. Tout est toujours ouvert, les discussions sont toujours ouvertes, chacun peut apporter ses idées et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, parce qu'il y a certains palaces, alors je sais pas pour tous, mais je sais qu'il y a certains palaces typiquement qui font des sortes de mini-concours internes en mensuel, ou enfin le rythme, ça peut dépendre, pour justement où chacun propose une création qui peut ensuite être développée et être proposée ou au tea time ou dans un restaurant ou etc. Donc comme quoi même, dans certains palaces, je ne sais pas pour tous, mais il y a vraiment une place à la créativité pour tout le monde, quoi. Ah oui, bien sûr, mais c'est typiquement quand j'étais au Meurice, c'est ce qu'on faisait. Il y avait un concours commis demi-chef de partie qui se déroulait, c'était tous les mois ou tous les 2 mois. Et donc déjà, ça permettait de pouvoir, se cultiver soi-même. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur les concours, parce que quand on travaille tous les jours, on est affecté à des tâches, c'est normal, on a de la production, on a des tâches bien précises à faire. Et on trouve peut-être pas forcément souvent le temps de cultiver cette créativité, donc ça sert aussi à ça. Et oui, pour en revenir à ce qu'on disait, il y a
Aujourd'hui, sur la place de Paris, je pense que dans la pâtisserie française, mondiale en général, il y a quand même une compétitivité du niveau qui est constante, hein, de la recherche, de vouloir faire quelque chose de nouveau, d'unique, de différent. Donc, si vous voulez, on peut pas centraliser tout ça sur un cerveau, quoi. Ça peut pas être un chef qui va dire, ok, bah, moi je suis le meilleur, donc je vais faire ça, et enfin voilà, ce serait ridicule. Donc le fait de pouvoir construire son équipe aussi, et je pense que les chefs aujourd'hui construisent leur équipe comme ça aussi, avec des profils qui les intéressent, des profils qui vont pouvoir leur apporter des choses dont ils ont besoin et dont ils pourront se nourrir. Et c'est ce qui fait que le processus de création est aussi, il est pas centralisé, c'est quelque chose qui est très hiérarchique aussi, quoi. Et d'ailleurs, à propos de construire son équipe, donc quand on se lance dans la pâtisserie, on veut faire des gâteaux, globalement. C'est l'idée, on veut les partager, on veut être le plus généreux possible, mais on n'imagine pas forcément, ou du moins peut-être pas au tout début, qu'on va devoir manager des gens. Qu'on va devoir gérer des équipes, les émotions de chacun, les capacités de chacun, savoir apprendre à déléguer, à donner des responsabilités ou à en prendre. Toi, comment tu t'es retrouvée, quand tu t'es retrouvée en tant que sous-chef, ou même avant, j'imagine tu es passée par tous les postes, comment tu as développé ta vision du management ? En fait, c'est une question super intéressante parce que, je pense que si on va pas chercher un peu de soi-même à développer ces compétences-là, justement, il y a rien dans notre formation qui nous aide vraiment là-dessus, quoi. Enfin, c'est très justement dit, en fait. Quand on veut devenir pâtissier, on veut faire des gâteaux. Voilà, donc on apprend à faire des gâteaux, on apprend la technologie de la pâtisserie, à quoi nous sert quoi, etc. Mais selon ce que chaque profil veut faire, parce que c'est pas forcément utile de vouloir manager, hein, quand on est un petit patron, voilà, c'est pas forcément... Mais par contre, oui, quand on veut commencer à prendre des postes un peu plus importants, à avoir des gens à gérer, je pense que cette notion, elle est essentielle, en fait. Elle est essentielle à l'équilibre de toute une équipe et elle est essentielle pour pouvoir appliquer justement cette idée d'identité, de création dont on parlait avant. Enfin voilà, je veux dire, on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté, et je pense que on n'est pas formé à ça. On n'est pas formé à ça. On n'a pas on a très peu d'outils pour y arriver, du moins. Alors je pense qu'il y a des gens qui ont des capacités innées à manager, hein, donc c'est des choses qui se font beaucoup plus facilement qu'avec d'autres personnes. Je pense qu'aujourd'hui on peut pas passer à côté, en fait. Voilà. Je pense que quand on prend des premières postes de chef maintenant, on est obligé d'apprivoiser ça, de développer ses compétences de management pour pouvoir faire avancer son équipe aussi, et puis de sortir de cet aspect purement personnel, de vouloir avancer soi-même. Je pense qu'on se doit aujourd'hui, quand on est dans des grosses brigades, de devoir apporter des choses aux gens qui nous entourent aussi, et c'est ça toute la difficulté du management aussi. Tu disais, Clémence, de gérer les émotions de chacun, de savoir quelles sont les ambitions de l'un, de l'autre, et du coup comment faire pour y arriver, comment faire pour en faire tirer le maximum de profit à soi et à lui. Enfin voilà, c'est un vrai travail, et c'est pas facile non plus, hein. C'est Nicolas Paciello qui nous disait, quand on l'a rencontré, que quand il arrivait le matin dans le labo, il savait tout de suite si un des membres de son équipe avait passé une mauvaise semaine ou était dans un mauvais état d'esprit, et dans ces cas-là, il faut savoir l'appréhender également. Ouais, voilà, mais ça se joue de l'autre sens aussi, hein. Moi, je me rappelle, en étant commis de mes chefs de partie, des fois, je savais très bien si mes sous-chefs, ça allait pas, ou si ça avait passé une bonne ou une mauvaise journée. Enfin voilà, du coup, c'est un travail des deux sens aussi, quoi. Mais c'est l'humain, et je pense que ça, c'est dans les prochaines années d'évolution de la pâtisserie, ça va être un point clé. Je pense que on sera de plus en plus amené à apprendre à manager les gens qui nous entourent, et ça nous servira aussi pour faire évoluer la façon de fonctionner dans les brigades. Ouais, parce qu'il faut se rendre compte que dans une brigade, finalement, il y a une union assez forte entre toutes les personnes qui la composent, parce que voilà, on passe quand même beaucoup de temps ensemble, des fois des moments où on est très sous pression. Donc il y a quand même une union assez forte qui, je pense, qui aide aussi à faire que on ressent un peu l'état d'esprit de certains, le bien-être ou non de certains, et c'est important d'en prendre compte. Tu passes plus de temps avec tes collègues de brigade qu'avec ta famille ou... Ah oui, c'est clair. Non, puis je pense que c'est très juste. Il y a ce facteur de stress et de pression qui est important à prendre en compte aussi, hein, et qui, je pense, la difficulté aussi première en tant que manager en arrivant, c'est d'arriver à contenir ça, à gérer ça. Et toute l'organisation qui en découle fait que justement ça évite d'avoir des moments de stress, de panique qui sont défavorables à toute une ambiance, quoi. Donc pas facile, mais on peut pas passer à côté. C'est sûr. Alors,
C'est le moment où on va embrasser Maëlle, puisque c'est elle qui travaillait au Péninsula sous tes ordres et qui nous a proposé de te rencontrer en nous disant que ce serait intéressant de parler un peu de ton processus créatif, puisque au Péninsula, nous a-t-elle dit, tu créais tous tes desserts. Bon, non, on va pas dire ça comme ça, ce serait un peu prétentieux quand même. Non, bah... Après, on peut parler du processus créatif que tu as pu observer, vu que tu as travaillé avec pas mal de chefs. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un processus Comment créatif? on crée un dessert? Comment ça vient? Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein, je sais pas. Parce que c'est tellement... Alors ça, pour le coup, c'est tellement personnel que moi, je pourrais vous dire ma vision et la façon dont je pense qu'on construit de la créativité, mais pour le coup, pour l'avoir observé avec plein de chefs différents, chacun a vraiment une façon de la concevoir de totalement différente, quoi. Il y a des gens qui sont très droits, très techniques, il y a des gens qui vont être beaucoup plus artistes, il y a des gens qui vont être très démocratiques dans leur façon de créer, vont avoir besoin de beaucoup d'avis. Et ça, c'était très intéressant aussi du fait d'avoir fait beaucoup d'expériences avec différents chefs, c'est que aucun n'a la même façon de fonctionner à ce niveau-là, et c'est génial. Moi, je me rappelle de François Perret au Ritz, qui était et c'est quelqu'un qui aimait bien casser un peu les codes, essayer des choses, même si ça fonctionnait pas, mais des choses qui étaient nouvelles, avec d'autres chefs, c'était des choses qui étaient très techniques, qui voulaient vraiment pousser la technique jusqu'au bout, tester des nouvelles choses, mais en restant sur des choses, des modèles très techniques. C'est super intéressant. Et aujourd'hui, mon travail avec mon chef Michael Bertocchetti, c'est encore une autre façon de concevoir la créativité. Lui, c'est pareil, il a ses idées et il sait comment les mettre en œuvre, il sait comment les déplacer sur papier au dessert que vous allez avoir dans l'assiette. Et moi, de façon un peu plus personnelle, je pense que la créativité, elle se fait grâce à l'ouverture d'esprit, quoi. Je pense que c'est vraiment le point d'orgue, pour moi, hein, personnellement. Je pense qu'aujourd'hui, le défaut qu'on pourrait avoir, ce serait de se dire ok, je suis pâtissier, je fais des gâteaux et je fais que ça, et je suis à fond dedans. Je pense que, moi, je ne peux pas fonctionner comme ça, quoi. J'ai besoin de voir plein de choses qui n'ont rien à voir avec la pâtisserie, hein, de faire plein de choses, d'apprendre plein de choses, de m'apprivoiser de tout ce qui m'entoure, quoi, vraiment. Ouais, parce que typiquement, en faisant un peu du traditionnel, il y a un moment où ça nous fait moins, on a moins un waouh quand on voit une pâtisserie, alors que par exemple, Michael Bertocchetti, je crois que t'es arrivé au Georges V au mois de janvier-décembre, pile au moment où il a sorti la galette. Rien qu'à voir la galette de Michael Bertocchetti qu'il a fait cette année, si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, qui est, à la voir, on dirait pas du tout une galette, mais elle est magnifique, et justement là, ça sort totalement des codes, et là, tu te dis, on revoit un peu l'image qu'on avait d'une galette, et c'est super intéressant de voir cette créativité qui est en fait très personnelle. Est-ce que tu peux la décrire en quelques mots? Oh là, ok. Déjà, c'est pas facile, hein. Ouais, vraiment pas facile. Déjà, c'est une galette avec à la place du feuilletage, donc de la pâte feuilletée, c'est de la brioche feuilletée, il me semble. Et la décrire en quelques mots, c'est une espèce de méli-mélo de feuilletage qui passent l'un sur l'autre. Exactement, c'est ça. Je sais pas, on pourrait y voir un peu des racines. Oui, c'est très personnel, très dur à décrire, subjectif. Moi, j'y vois une fleur. Ah, ok, voilà. Une fleur de galette. Voilà, très personnel. Ouais. On a la créativité et la vision de la créativité de certains est très personnelle en fait. Ouais, exactement. Mais cet effet-là à trouver justement, pour que quelqu'un de l'extérieur se dise ah oui, là, il y a eu la bonne idée. Je pense que ça vient pas comme ça, et ça vient aussi de justement de toutes ces choses qu'on voit à l'extérieur et dont on se sert pour s'inspirer, quoi. Que ce soit du dessin, que ce soit aller au musée, que ce soit de voir ça peut être tout et n'importe quoi, de voir des formes de luminaires dans les magasins, de voir des couleurs, c'est partout, c'est vraiment partout. Et le piège, pour moi, ce serait de ne pas se servir de tout ça justement pour prendre du recul en fait sur notre travail, parce qu'on a tout le temps la tête dedans, nous on se rend pas compte, on est tout le temps sur les réseaux, on est tout le temps on est pris dans cette espèce de bulle de la pâtisserie, et si on n'arrive pas à prendre un peu de recul sur ça, je pense que on perd un peu en force de créativité, ouais. Je me souviens, je pense que quand t'es passionné, en fait, tu vis tellement ton sujet et il t'habite tellement que tu y penses tout le temps. Et j'étais chez Leroy Merlin avec un ami qui est chocolatier, et il s'est mis à avoir des outils. Et il a acheté des outils pour faire du chocolat, et je me dis, mais à quel moment tu fais ce lien? En fait, tout le temps. Oui, tout le temps. En permanence. Oui, c'est ça. Et même sans le vouloir forcément, quand on voit certaines choses qui nous ont marqué, etc., à un autre moment, peut-être 5-6 mois après, quand on va vouloir réfléchir à un dessin, on va dire ah putain, oui, je me rappelle de cette forme, j'avais trouvé ça joli, j'avais trouvé ça esthétique, et puis tiens, là, c'est la saison de ça, tiens, j'ai goûté ça la dernière fois, c'était sympa. C'est
C'est une émulsion constante, je pense, de petits outils qui viennent un peu s'entrelacer pour faire quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. En fait, il faut vraiment toujours rester ouvert à tout moment pour un peu s'imprégner et que ça enrichisse un peu justement la créativité de chacun. Mais encore une fois, c'est une vision purement personnelle. Je pense qu'il y a 1000 façons de concevoir de la créativité, quoi. C'est aussi pour ça qu'on fait le podcast. Je pense qu'on aura autant de réponses que de questions qu'on posera et que de gens qu'on rencontrera. Du coup, c'est vraiment chouette d'avoir... Ouais, et c'est ça qui est aussi super intéressant. Je pense qu'on a fait un joli tour, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Franchement, le processus créatif, donc on a compris, très personnel, mais très intéressant. Et sinon, maintenant, on a des petites questions rituelles qu'on pose à tout le monde. Ok. Qui sont, alors on va commencer par la première, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré ? Ah, bonne question. Mon premier souvenir sucré, je dirais, alors c'est le truc tout con, mais c'est le gâteau yaourt à la maison. Où j'étais tout petit, je pense que c'est les premiers gâteaux que j'ai fait, où il fallait mettre un petit pot de farine, mais je me rappelle très bien parce que c'était vraiment la première satisfaction de faire le truc tout seul et de sortir le gâteau du four là. Ouais, la recette qui se faisait avec justement le repère pour les mesures, c'était le pot de yaourt. Exactement, pas besoin de balance, c'était déjà un truc de fou. Hein. Avec ou sans pépites de chocolat ? Ah non, sans pépites de chocolat, le vrai gâteau yaourt basique. Bon, génial. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as des adresses à nous recommander à Paris ou ailleurs ? Par exemple, si tu veux nous envoyer chez ton maître d'apprentissage au Mans. Ah oui, il n'exerce plus maintenant, mais franchement, c'est pareil, il y a un spectre tellement large. Ça peut très bien être aller manger une tarte infiniment vanille chez Pierre Hermé, qu'aller prendre un tea time au Burgundy avec Pascal Héningue ou Georges V, c'est très bien aussi. Oui, vraiment. Ou alors aller manger une glace à la Fabrique Givré. Ça dépend de tes envies, quoi. Ouais, ou aller manger un Paris-Brest chez Anne Couvreur, ça me va très bien aussi. Ça dépend de l'heure de la journée. Ouais, exactement. On a la chance d'être à Paris, on a la chance d'être en France. Enfin voilà, je dis parce que je reste sur Paris, mais il y a tellement de belles choses aussi en province. Non, c'est vrai. Ça se développe de plus en plus, c'est vraiment très chouette. J'ai l'impression que Paris, c'est peut-être un des passages obligés dans une carrière, mais que ceux qui ensuite choisissent de s'établir ailleurs, c'est vraiment un... Ouais, c'est un choix, ou pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas... je pense qu'il faut enlever cette image un peu de prétention parisienne. Je pense qu'il y a plein de modèles qui fonctionnent très très bien en province aussi. Je sais que dans le sud, il y a des très très belles adresses aussi. Il y a plein de meilleurs ouvriers de France un petit peu partout en France. Je pense Laurent Le Daniel. Voilà, il y a des gens partout. Donc la pâtisserie française, elle rayonne partout en France, peut-être un peu plus à Paris, un peu différemment, mais partout en France. Disons qu'à Paris, on est confronté à une très grosse concurrence. Exactement, oui, voilà. Mais en effet, oui. Et heureusement que la pâtisserie française rayonne dans toute la France. C'est bien pour ça qu'on parle de pâtisserie française. Exact. Bon, merci beaucoup, Léon. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était super. Top. Vraiment. Et les gens qui veulent te suivre, on les renvoie où ? On les renvoie sur la page Instagram. Sur la page Instagram. Voilà. Et puis au Georges V, en fait. Puis au Georges V, exactement. Oui, il faut. Tout simplement. Bon, génial. Merci beaucoup. Trop bien. Merci. Merci beaucoup Léandre pour cet excellent moment de partage. On espère d'ailleurs que vous qui nous écoutez aurez passé un aussi bon moment que nous. Et d'ailleurs, à propos de bons moments... Et bien juste après l'enregistrement, avec Léandre, on a partagé un petit flan. Le flan dont on vous a partagé la recette sur notre page Instagram d'ailleurs. Et là, on a tout de suite vu le palais du professionnel de Léandre, car j'avais ajouté une petite touche de fève de tonka, et au premier coup de cuillère, Léandre, il l'a senti tout de suite. Si à force d'entendre parler de flan et de pâtisserie, de création, donc pendant tout l'épisode, vous en avez l'eau à la bouche, on vous comprend parfaitement. Si vous voulez goûter la pâtisserie de Léandre, on vous invite à vous rendre au Georges V, et sinon vous pouvez évidemment le retrouver sur son compte Instagram. D'ailleurs, à propos de compte Instagram, sur le nôtre, on partage une recette de confiture de lait qu'il nous a fournie, avec même un pas à pas illustré. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Et en plus de notre page Instagram, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion et vous abonner. Également sur notre site internet l'enversdudessert.com où il y a toujours des articles à lire. Et également, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Voilà, enfin pour terminer, on va remercier l'artiste 12 qui nous fait toujours les musiques et le mixage de nos épisodes. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.